Allô à tous, bienvenue au refuge Lobadanaki. Donc moi c'est Maud, pour la petite histoire j'ai travaillé ici tout l'été dernier. Et là je suis bénévole les lundis et les mardis pour la grosse saison, donc pour la réhabilitation des animaux. Je vais vous faire une petite visite de la partie extérieure du refuge, donc avec les enclos de réhabilitation et les animaux qui sont en sanctuaire. Et je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de tous les animaux qu'on a ici. Alors nous sommes ici devant l'enclos des renards. Les renards qui vont rester ici au refuge. Ils vont jamais être réhabilités dans le milieu naturel. Dans le fond, on a deux renards qui étaient des renards à fourrure, normalement, donc qui ont vécu presque toute leur vie dans des petites cages. Donc là, ils vont vraiment rester en enclos ici. Donc on a la Matilou qui est là ici, qui est blanche, et on a Anako, elle qui est noire. Et dans le fond, on a un renard roux aussi, donc celui-ci va rester au sanctuaire parce qu'il est complètement aveugle. Donc il est arrivé bébé au refuge et il ne peut pas être réhabilité dans le milieu naturel. Donc vous voyez, l'enclos est quand même assez grand. Donc au niveau entretien, dans ces gros enclos-là, il n'y a pas grand-chose à faire honnêtement. Les déchets ils sont vraiment dégradés naturellement par le sol. Le seul entretien qu'on fait, c'est couper quelques branches au printemps quand ça pousse beaucoup, là juste pour qu'on puisse continuer à voir les animaux. Mais sinon, voilà, on rentre dans l'enclos seulement pour aller les nourrir, remplir les bols d'eau. Et donc vous voyez, c'est quand même des renards qui sont habitués quand même à l'être humain et qui viennent assez proches là pour voir ce qui se passe. Donc ceux-là, ils pourront vraiment pas être réhabilités, mais ils ont vraiment une belle vie ici au refuge. Juste après, on a l'enclos d'un coyote. Donc c'est un coyote qui va également rester en sanctuaire. Elle, donc c'est une femelle, une jeune femelle. Elle avait la patte prise dans un piège à loup et donc elle a été amputée d'une patte. Donc elle a seulement 3 pattes, donc évidemment pas réhabilitable. Elle serait incapable de se débrouiller seule dans la nature. Donc on la verra pas parce qu'elle est quand même très très discrète. Mais voilà, c'est vraiment un gros enclos aussi. Donc là, pareil, il n'y a vraiment pas d'entretien du tout à faire. Et juste après, on a les 2 loups. Donc ces deux-là, ils sont nés en captivité dans un refuge qui fait des visites pour le public et qui a fermé. Donc ils étaient retirés de leur mère quand ils étaient très très jeunes, ils ont été élevés au biberon. Puis comme vous voyez, ils sont pas du tout sauvages. Donc là, c'est ça les 2 petits loups là, pas du tout réhabilitables, mais qui servent vraiment à faire la sensibilisation lors des visites en fait qui sont faites avec le public au refuge. Donc ça c'est notre petite femelle, c'est Naya. Donc moi j'ai eu la chance de les élever au biberon là quand ils étaient vraiment tout bébés. J'étais là il y a 3 ans vraiment quand ils sont nés, donc c'est vraiment une belle expérience. Oh mon belle cocotte. Et on a le gros mâle là qui est derrière, donc c'est vraiment 2 frères et sœurs. Les petits cocos. Donc ceux-là évidemment élevés au biberon, ils sont très très habitués à l'humain là. Ils demandent juste à avoir des câlins là, comme des gros chiens. Ah oui. Voilà les petits cocos. Et juste en face, on a l'enclos des 2 ratons qui vont rester au refuge. Donc c'est 2 ratons adultes. Donc là on a un Maroc qui sort et on a l'autre raton qui est une femelle. Les 2 sont vraiment habitués à l'homme et Amarok il est aveugle d'un œil. Donc pareil, on a pris la décision de les garder vraiment au refuge, de ne pas les réhabiliter. Mais comme vous voyez, ils ont aussi quand même un bel enclos. Donc ils ont un peu tout détruit, on va dire. Mais encore une fois, niveau entretien, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Le seul entretien qui est fait, c'est dans la cabane, la paille qui est changée pour qu'il soit vraiment toujours au sec et au propre. Mais sinon, le reste de l'enclos, il reste vraiment comme ça et ça s'autorégule tout seul, vraiment comme dans la nature. Et voilà le dernier enclos qui est en sanctuaire. Donc là, c'est l'enclos des cerfs de Virginie, pas réhabilitable. Donc on en a 3 qui ont vraiment été très très habitués à l'être humain. Et on a notamment le plus habitué à l'être humain, là c'est un mâle, il s'appelle Timoris et il cherche vraiment seulement des câlins. Il a été amené au refuge parce qu'il suivait vraiment des gens partout, donc il peut clairement pas rester dans la nature, là sinon il va finir par se faire taper sur la route ou juste par se faire tuer par un chasseur quoi. Donc voilà, il va venir nous voir. Il arrive là tout de suite. Encore une fois, un gros enclos pour 3 chevreuils. Donc la seule chose qui est faite, c'est qu'on leur amène des branches
tous les jours avec des bourgeons, des feuilles, parce qu'ils n'ont pas suffisamment à manger dans l'enclos. Mais sinon, il n'y a pas du tout de nettoyage de l'enclos qui est fait, à part retirer toutes les branches là, qui restent, et donc ils ont mangé toutes les feuilles. Et voilà donc le petit Momo. Bonjour caméra. Fait que mon nom c'est Anne-Marie Bennet, je suis la propriétaire du refuge d'eau Badanaki et on va répondre à vos questions avec plaisir. Donc Anne-Marie, comment est-ce que tu as pris la décision de travailler au refuge et donc de faire ton propre refuge en fait pour animaux? C'est une décision qui s'est imposée d'elle-même parce qu'au départ on réhabilitait les animaux de ferme, les oiseaux exotiques. Puis de fil en aiguille, ben il y a pas tellement de gens qui soignent des animaux, donc les gens nous apportaient des bébés lapins, des bébés canards. Puis à un moment donné, ça a été un bébé raton, un bébé renard, un bébé moufette. Fait que là, on savait que c'était illégal. Fait qu'on s'est dit bon, on va prendre le permis au moins pour réhabiliter ces animaux-là. Mais un coup que le permis on l'a eu là, ça a déboulé, tout le monde nous appelait pour des animaux sauvages. Puis c'est sûr que tu sais, j'étais super passionnée, puis mon copain aussi, fait que vu que les deux on avait vraiment une passion commune, ça a été plus facile de dire ok ben on se lance dans le projet parce que faire ça tout seul pour vrai ça aurait été ben, je pense qu'on serait déjà fermé. Donc ça, une des questions, c'est est-ce que c'est un travail demandant psychologiquement? Donc oui. Oui, c'est le travail le plus exigeant que j'ai jamais fait. Ben, en étant propriétaire, je pense que c'est vraiment pire. Puis c'est qu'on n'a pas de subvention, fait qu'on porte tous les chapeaux. Là. Administration, répondre au téléphone, faire les soins, accueillir les animaux, faire la tournée de nourriture, faire les comptes. Fait que c'est vraiment exigeant physiquement parce que c'est 7 jours sur 7 aussi. Mais c'est aussi exigeant émotionnellement parce qu'on s'attache, je veux pas, on veut toutes les sauver, ça marche pas nécessairement. Ça vient aussi avec l'histoire du client que des fois c'est pas toujours des anges de cœur. Fait que c'est quand même difficile. Et quelles sont pour toi les qualités principales, on va dire, pour faire ce genre de travail justement? Ben, pas trop être émotif. En même temps, c'est comme contradictoire ce que je viens de dire parce que moi, je suis super émotive. Je pense qu'on peut pas faire ce travail-là si on n'a pas d'émotion non plus puis qu'on n'aime pas les animaux à fond. Mais à un moment donné, il faut apprendre à arrêter de se culpabiliser, surtout quand on sait qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Fait que de pas trop avoir une attache émotionnelle, ça c'est une des plus grandes qualités, je dirais. Et justement, est-ce que tu arrives à sauver beaucoup des animaux que tu accueilles ou est-ce que justement il y en a beaucoup malheureusement qu'on doit euthanasier ou qui décèdent après leur arrivée? Ben, c'est sûr, je regarde la caméra, c'est correct. C'est sûr que on les sauve pas toutes. Ça dépend des histoires. Il y a des animaux qui arrivent dans des quand même bonnes conditions. Fait que ça va bien. Il y a des animaux qui arrivent dans des mauvaises conditions. Donc oui, des fois on euthanasie, des fois on décide d'en garder en captivité, ce qui est quand même rare, mais des fois on se dit c'est un jeune, il a pas trop connu la liberté, bon, il a un handicap, il sera pas apte pour la nature, fait que ça se peut qu'on en garde. Notre ratio, ça dépend. En 2019, je pense qu'on a sauvé 66% des admissions, puis c'était 377, fait que quand même excellent. L'année passée, c'était un petit peu moins, je pense que c'était 62%, si je me trompe pas. Fait que c'est quand même, tu sais, on dirait que c'est des semaines de temps, on en perd plein, là, on veut plus faire ça, on veut plus de refuge, puis il y a d'autres semaines, ça va super bien, on sauve plein d'animaux qu'on n'aurait pas pensé sauver. Le temps. Ouais. Et alors comment est-ce que ça se passe quand on accueille des animaux, justement les étapes à respecter avant la réhabilitation, comment ça se passe? Ben l'admission, c'est l'examen initial, fait que prendre le poids, regarder l'animal au complet. Souvent on va focusser sur la grosse blessure, s'il y a blessure. Là. On va focusser sur la grosse blessure en premier, mais on oublie de regarder le reste des membres, des fois l'intérieur de la bouche, les oreilles, fait que c'est important de faire vraiment un bon examen général. Après ça, ben c'est de choisir est-ce qu'on donne des antibiotiques pharmaceutiques, est-ce qu'on donne des produits naturels, est-ce que le vétérinaire il vient parce que là ça dépasse mes compétences. Puis un coup qui est en soins, ben là des fois c'est d'attendre parce que si c'est une blessure, ben on donne les soins puis on n'a pas le choix d'attendre voir l'état d'animal est-ce qu'il s'améliore, c'est de le mettre à chaleur. Fournir de la nourriture quand même protéinée aussi. Si c'est des bébés orphelins, ben là, c'est des sevrés au lait. Puis après ça, quand ils sont aptes à survivre, dans le fond, on va les mettre en forêt dans des cages de réhabilitation en attendant la remise en liberté. Puis là, c'est sûr qu'il faut vérifier
est-ce qu'ils ont les comportements adéquats, est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils vont retrouver en forêt, est-ce que la relation avec les autres se fait bien. Donc, c'est pas mal ça. Et combien de temps les animaux restent au refuge en général? Ben, on a maximum 1 an pour réhabiliter les animaux. Fait que c'est sûr que c'est max 1 an. Par contre, 1 an, c'est long pour la réhabilitation. Fait que dans l'idéal, ils passent que quelques mois ici. Je dirais chevreuil. Ça crie derrière, ils ont faim. Chevreuil, c'est 1 an parce que sinon, ils sont trop petits à l'automne pour la relâche. Les renards, on pourrait les relâcher à l'automne. Mettons que c'est des bébés orphelins du printemps. Mais c'est la période de trappe, donc le ministère de la Faune nous suggère d'attendre 1 an, ce qui est quand même long, mais on a le temps de réapprendre la chasse parce que c'est inné, mais ils sont pas nécessairement bons vu que la mère a pas montré la chasse. Les ratons laveurs, ça pourrait être 1 an aussi parce qu'ils passent 1 an avec leur mère, mais encore là, c'est long, 1 an. Puis plus qu'ils sont dans l'enclos, ben moins qu'ils ont une belle hygiène de vie, fait qu'on essaie de pas trop en garder pour qu'il y ait un bon espace. Une bonne hygiène. Parfait. Les espèces que tu accueilles le plus souvent au refuge? Raton laveur, ça c'est la plus grosse rentrée. On fait quand même beaucoup de moufettes aussi. Des chevreuils, ben on pourrait en faire beaucoup, mais on se limite. C'est pas mal ça dans les plus grandes rentrées. L'animal qui est le plus difficile à réhabiliter, selon toi? Les lapins à queue blanche. C'est l'enfer, c'est 25-30% de réussite, puis ça, c'est quand que ça va bien. Les pigeons. Non, les pigeons, ça va bien. Ma fille. Fait que, ouais, les lapins à queue blanche, le transit gastro-intestinal, super fragile aux encéphalitozoonoses. Fait que, on pense que ça va bien, le lendemain, on arrive, ils sont morts. Puis j'ai eu des formations aux États-Unis juste sur cette espèce-là, puis tout le monde dit la même chose, c'est vraiment très difficile à sauver. Pourtant, on n'a pas l'impression que le lapin, c'est difficile à sauver. Non, on n'a pas l'impression, mais c'est ça, c'est des petites surprises. Et alors, comment se fait à peu près le nettoyage, la désinfection des cages, des surfaces ici dans la pouponnière, là, par exemple? Avec quel produit et par quel protocole, on va dire? C'est nettoyage des cages, c'est sûr que ça tous les jours quand il y a un animal dedans, évidemment. Fait que tout nettoyer. Puis quand l'animal est parti, ben c'est des infections au virkon. Des fois, on va utiliser l'eau de javel, mais ça, c'est quand c'est des grosses surfaces parce que le virkon, ça coûte quand même cher. Fait que là, on va faire un mix virkon de javel pour les grosses surfaces. Fait que c'est vraiment cette façon-là. Puis on essaye que les cages qui ont eu des ratons laveurs dedans, que ce soit juste des ratons laveurs qui soient dedans à cause du Belly ascaris, qui est le ver des ratons laveurs, qui est quand même assez dangereux pour toutes les espèces, les humains aussi. Fait que c'est pas ça. Ok. Et c'est comment ça, est-ce qu'il y a des animaux auxquels il faut prendre des précautions, s'ils ont des maladies transmissibles justement, ou des parasites, ou ce genre de choses? Qu'est-ce qu'on prend comme précaution justement pour ce genre d'animaux? Raton, c'est sûr que le Belly ascaris, c'est comme la pire affaire. Faut pas que ça se transmette. En même temps, il faudrait vraiment ingérer les œufs du ver. Fait qu'il y a pas tant de danger que ça. Mais quand même, il faut rester prudent. Fait que des gants le plus possible. Puis les mains enclos. Puis le Belly ascaris, la seule façon de l'éradiquer, c'est par le feu. Fait que il faudrait passer à la torche nos enclos. C'est pas évident à faire. Sinon, si les animaux ils ont la teigne, ben ça peut être dangereux pour les humains. Sinon, je dirais, c'est plus les parasites, mais encore là, il n'y a pas grand-chose qui reste sur l'humain. Là. La gale, ça reste pas, les poux, ça reste pas. Fait que ça serait vraiment la teigne, puis le ver. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Tu veux rester aux humains? Ouais, qui pourrait rester aux humains. C'est quoi dans ta question? Les précautions à prendre si jamais il y a des maladies transmissibles ou des parasites qui peuvent se ben il y a transmettre. le distemper aussi, qui est la maladie de Carré, qui a beaucoup de moufettes, ratons qui ont. Ben là, c'est pas dangereux pour nous, mais c'est dangereux pour nos animaux domestiques. Fait que c'est sûr que nous, on met ces animaux-là pas accessibles aux chiens et aux chats. Là. Ça ressemble aux symptômes de la rage un petit peu. Puis c'est ça, puis c'est de bien désinfecter, se Bien laver les désinfecter, mains, et c'est puis c'est ça. Et est-ce que ici, vous utilisez des sédatifs quand vous recevez des animaux en détresse, par exemple? Ça, c'est un anesthésiant, un Ouais. sédatif.
Oui, comme là, dernièrement, j'ai un raton laveur qui est domestiqué, mais il a une super de grosse plaie. Fait que je veux pas, même si je suis capable de le prendre, il est en douleur, donc il me laisse pas faire. Donc on l'a anesthésié pour vraiment pouvoir bien observer la plaie. C'est sûr qu'il y a quand même un risque quand l'animal il est déjà faible, mais c'est soit ça ou la plaie est pas bien guérie. Fait que on va faire ça. Des fois, de juste l'endormir comme un peu avec de la valériane, qui est une plante, c'est moins invasif que du rompon, par exemple. Mais oui, ça l'arrive pour faire des plaques aussi ou des animaux super nerveux. Mais il y a certains animaux qui sont difficiles, comme les lapins à queue blanche et les lièvres, qui sont très sensibles à beaucoup de médication. Fait que on fait attention à ça. Ok, parfait. Bah, c'est à peu près ça. Je pense que tu as répondu à pas mal de choses, donc merci beaucoup. Ça fait plaisir.